J'entendais le ruisseau couler, puis derrière moi, il y a une falaise, mais je suis pas sûre qu'on la voit bien. Et j'avais envie de vous partager un beau paysage de la nature en nous faisant réaliser que ce beau paysage dans les médias sociaux, il attirerait pas autant l'attention des gens qu'un drame, qu'une scène de violence. J'essaie de me trouver un spot. Et ce dont je voulais vous parler, c'est de la fréquence, du nombre de drames maintenant qui attirent notre attention. Et grâce aux médias sociaux, on peut les partager, on peut se parler, mais on en voit beaucoup. Là, je me suis mise à penser que, il y a un certain temps, on va s'entendre sur une affaire, là. En tout cas, c'est ma vision des choses, c'est qu'il y a eu un jour des personnes qui se sont crues des élus. Et avec ce statut-là, ils se sont considérés des intermédiaires entre cette force qui nous dépasse, cette réalité qui nous dépasse, et puis nous, la population, la Terre. Et ils se sont donné la permission d'imposer leur loi. Et ils ont trouvé des collaborateurs, des gens qui croyaient en leur pouvoir et qui les ont protégés, les forces de l'ordre. Et ces gens-là, pour imposer leur autorité, ils ont créé des événements dramatiques pour faire peur aux gens et faire en sorte que les gens préfèrent les contraintes du système dans lequel les dits élus les enfermaient, avec les contraintes, le contrôle, les exigences pas naturelles. Ils préféraient ça au risque des drames qui étaient présentés et créés par cette autorité. Et ce qui est impressionnant, on va dire, c'est que, il n'y a pas si longtemps, ça prenait un drame disons, par année, un drame grave par année pour instaurer cette peur-là dans la population, puis aussi justifier toute la surveillance puis le contrôle qui augmentait. Ces jours-ci, ces années-ci, ça en prend beaucoup plus. Il y a beaucoup plus souvent de drames. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a des moyens très efficaces, des moyens de communication très efficaces, mais on en voit vraiment plus souvent. Il semble y arriver beaucoup plus de drames écologiques, de drames humains, des guerres, des enfants mutilés, justement, qui étaient à la guerre, des femmes hystériques, des hommes violents, des Jeux olympiques délirants, des nageurs qui tombent malades parce qu'ils doivent nager dans une eau qui est polluée. Tous ces... les guerres, les épidémies, les dites pandémies, tous ces événements-là aussi souvent, ça a des conséquences. La conséquence qui est voulue, probablement, c'est celle de maintenir les gens toujours dans la peur, dans l'anxiété, dans l'hyper-précaution, qui justifie les lois qui vont avec. Les lois dites sanitaires ou les lois politiques ou les lois en termes d'injustice, les lois insensées. Donc, ça provoque ça, mais ça provoque aussi l'effet inverse. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que je me mettais à imaginer un type de contrôle, un type d'autorité dans un autre contexte. Par exemple, dans un contexte de classe, imaginez un prof qui devient de plus en plus sévère, contraignant. Au départ, ça passe. Au départ, les élèves se soumettent. Mais à un moment donné, il se forme une résistance à l'extérieur de la classe
Les élèves commencent à parler contre le professeur, ils se moquent de lui. Ils peuvent le faire à l'extérieur, mais pas en classe. Mais plus ça va, si le professeur continue d'imposer ses contraintes, plus ça va, plus la résistance s'intègre à la classe. Et on commence ouvertement à exprimer ses blagues, à confronter l'autorité. Les élèves sont plus nombreux à embarquer dans la résistance. Et je ne sais pas si vous faites le lien avec ce qui se passe en ce moment. Il y a une fréquence de ces événements qui fait en sorte que les gens décrochent. Tu sais, à la limite, on pourrait dire même les gens commencent à être las de tous ces événements-là. Pas indifférents à la souffrance humaine, parce que si la souffrance, elle apparaît directement devant nous, on reste naturellement des êtres altruistes et de compassion. Mais quand ça apparaît quasiment comme une performance, vous savez, on présente ça, puis d'ailleurs, c'est à se demander pourquoi, je le dis, là, je l'ai déjà dit, qui filme ces horreurs? Pourquoi les fait-on circuler dans les médias sociaux, entre autres? Avec quelle intention? Et donc, oui, ça peut faire en sorte qu'on se sent en colère, dépassé, découragé. On se dit, dans quel monde vivons-nous? D'autre part, cette lassitude fait qu'on sort de plus en plus des médias. Encore une fois, traditionnels ou sociaux, pour moi, c'est les mêmes financiers. C'est ce même désir, de divertissement, attirer notre attention constamment vers autre chose que la nature, la vie, la simplicité de la vie. Alors, nous divertir, c'est l'intention qu'il y a derrière cette présentation massive et fréquente de catastrophes, de drames. C'est aussi de créer la division, évidemment, avec les algorithmes qui font qu'on a des informations différentes. Et c'est générer la peur. La peur qui, pour on pourrait dire, une partie de la population, qui va faire en sorte qu'on se soumet aux contraintes qui sont justifiées par ces drames-là. Contraintes, surveillance et contrôle. Et puis ça continue d'avancer. Mais plus ça va, plus on peut observer une forme de résistance, comme dans une classe, par exemple. Une résistance qui commence à être discrète. Elle commence comme ça. On n'en parle pas trop, c'est entre nous. Et puis après, elle risque de se répandre et d'être plus ouverte, de s'exprimer plus ouvertement par rapport à cette autorité et aux forces de l'ordre. On arrive, c'est captivant la période qu'on vit, c'est effrayant et captivant en même temps, parce qu'on arrive à un genre de point tournant pour chacun d'entre nous où on choisit soit de rester accroché à ces nouvelles, de continuer de les suivre, d'en parler et de créer la contagion des mauvaises nouvelles qui, malheureusement, font peur aux gens qui nous entourent, qui reçoivent nos nouvelles. Soit on continue d'aller dans cette direction-là, soit on décroche, puis qu'on va dans une autre direction qui est plus naturelle, mais moins impressionnante, qui est représentée par l'environnement qui m'entoure. C'est-à-dire que la vie, donc ce qui est vivant, pas ce qui est représenté par la mort à travers ces guerres, ces catastrophes, mais la vie est beaucoup plus simple. On se rend compte quand nos désirs de consommation ne peuvent pas être répondus parce que, par exemple, il y a des crises financières, bien, on se rend compte qu'on n'a pas de grands besoins pour être heureux. En fait, tous les biens de consommation apportent un bonheur qui est très éphémère, qui perd son importance quand on meurt. On réalise aussi que il y a cet héroïsme de chacun dans son quotidien. On dit une personne, c'est l'artisan de sa vie.
cet héroïsme prend forme, c'est-à-dire faire autre chose que ce que la masse fait, aimer autre chose, avoir d'autres intérêts que la masse, devenir créatif, avoir de l'initiative pour inventer quelque chose, une chose qu'on n'aurait pas pensé dans le passé. La résistance repose sur cette créativité, cette débrouillardise-là, ce détachement d'un monde mort pour créer quelque chose de nouveau. Alors, je me dis, j'avais quasiment envie d'être une rebelle en vous présentant un paysage. Présenter quelque chose qui pogne pas, qui pogne pas dans les médias sociaux. J'aurais pu choisir de vous présenter un petit chat, parce que ça passe bien. Je me moque un peu, là, mais... Je voulais simplement vous partager que d'un certain point de vue, l'abondance de catastrophes, c'est le signe de la mort d'un système. Et ça parle d'un mouvement tout naturel, d'une résistance qui se crée quand cette autorité, elle devient trop contraignante. Il y a une résistance qui est de plus en plus ouverte et répandue qui se crée. On décroche d'une autorité qui s'est auto-proclamée. C'est pas facile. Ça demande une forme d'indépendance, je dirais, une autonomie, avant de réaliser qu'on est tous un peu pareils. On aime tous, d'ailleurs ça c'est démontré dans la recherche, on aime tous ce qui est simple, agréable, naturel. On s'est adapté aux exigences d'une société de consommation. On s'est fait à croire qu'un nouveau frigidaire, qu'une nouvelle voiture, qu'une grande maison allait être le summum de notre bonheur. Mais on redécouvre que des choses comme la vue de fougères au sol, comme le bruit d'un ruisseau qui coule, comme bien manger, comme bien dormir ou être en santé physique et psychologique, ça nous apportait beaucoup plus de bonheur. Alors voilà pour cette vidéo, impopulaire peut-être, mais pleine de vérité, en tout cas de la vérité à laquelle j'attribue de l'importance.